Charlotte se réveillait ce matin-là avec la sensation persistante d'avoir traversé une nuit sans sommeil, même si ses paupières avaient été closes pendant des heures. Son corps était là, allongé, immobile, mais son esprit semblait avoir passé la nuit à errer dans un espace trouble, fait de souvenirs confus, de phrases répétées en boucle et d'images qu'elle aurait voulu effacer. Chaque respiration lui paraissait trop lourde, comme si l'air lui-même pesait sur sa poitrine. Elle resta longtemps à fixer le plafond, incapable de rassembler le courage nécessaire pour se lever. Depuis plusieurs jours, une fatigue étrange s'était installée en elle, une fatigue qui ne venait pas du manque de sommeil mais d'un combat intérieur incessant. Tout en elle semblait vouloir rester immobile, comme si bouger risquait de réveiller quelque chose de trop douloureux, de trop enfoui pour être affronté sans protection. Dans la pièce d'à côté, Marie-Sophie tentait de donner à la maison une apparence de normalité. Les gestes étaient mécaniques, presque automatiques, mais son esprit était ailleurs. Elle se reprochait en silence de ne rien avoir vu, de ne rien avoir senti. Comment avait-elle pu passer à côté d'un tel mal-être? Comment une mère pouvait-elle ignorer à ce point la souffrance de sa fille? Ces questions tournaient en boucle, sans réponse possible, ne laissant derrière elle qu'un sentiment de culpabilité sourde et persistante. Quand Charlotte finit par se lever, ses mouvements étaient lents, hésitants. Elle évitait son propre reflet dans le miroir, comme si l'image qui s'y trouvait risquait de lui rappeler une vérité qu'elle n'était pas encore prête à regarder en face. S'habiller devint une épreuve. Chaque vêtement lui donnait l'impression d'emprunter une identité qui ne lui appartenait plus vraiment, comme si elle jouait un rôle dans sa propre vie. Ce jour-là, elle avait rendez-vous chez la psy. Une perspective qui l'angoissait autant qu'elle la rassurait. Une partie d'elle savait que c'était nécessaire, indispensable même, mais une autre résistait avec une force inattendue. Parler, mettre des mots sur ce qui lui arrivait, revenait à rendre réel quelque chose qu'elle avait passé tant de temps à minimiser, à relativiser, à enfermer dans un coin de son esprit. Pendant ce temps, au commissariat, une atmosphère étrange régnait également. Manu avançait dans les couloirs avec une retenue inhabituelle. Même si la tempête semblait s'éloigner, il portait encore en lui les traces des jours passés sous le poids du soupçon. Être innocenté ne suffisait pas à effacer l'humiliation, la peur sourde d'avoir vu sa carrière, sa réputation et son identité même lui glisser entre les doigts. Baker observait ses équipes avec une attention particulière. Il savait que certaines décisions prises récemment laisseraient des traces. Fermer les yeux sur une enquête clandestine n'était pas un geste anodin, mais il assumait ce choix avec un mélange de lassitude et de pragmatisme. À ses yeux, l'essentiel était que la vérité ait fini par émerger, même si le chemin pour y parvenir avait été chaotique. À l'hôpital, Janet tentait de se concentrer sur ses patients, mais sa colère était loin d'être apaisée. La perte de son poste n'était pas seulement une injustice professionnelle, elle avait ébranlé quelque chose de plus profond en elle, une confiance déjà fragile dans un système qu'elle jugeait de plus en plus hypocrite. Elle se sentait mise à l'écart, sacrifiée, et cette sensation alimentait une rage qu'elle avait de plus en plus de mal à contenir. Alain, de son côté, essayait de jouer son rôle de médecin et de mari avec la même rigueur habituelle. Il pensait sincèrement que se recentrer exclusivement sur ses patients pourrait aider Janet à retrouver un équilibre. Pourtant, il percevait bien que quelque chose s'était fissuré en elle, quelque chose qui ne se réparerait pas simplement avec le temps ou la routine. Jean-Michel, lui, toussait encore, comme il le faisait depuis des semaines. Il tentait d'en rire, de minimiser, mais la fatigue se lisait sur son visage. Lorsqu'il avoua à Alain qu'il n'avait plus de médecin traitant, ce fut presque dit à la légère, comme une anecdote sans importance. Pourtant, ce détail allait bientôt prendre une dimension bien plus lourde. Au lycée, les regards avaient changé. Les élèves parlaient à voix basse, échangeaient des murmures chargés de malaise. La vérité autour de Charlotte circulait, fragmentée, déformée parfois, mais suffisamment puissante pour créer une onde de choc. Noura, Achille, Salomé, Alexis, Pablo, tous semblaient chercher leurs mots, leurs repères, face à une réalité qui les dépassait. Charlotte, elle, avançait dans ses couloirs comme dans un brouillard. Elle sentait les regards sur elle, mais n'avait plus la force de les affronter. Chaque pas lui demandait un effort démesuré. Elle avait cru, naïvement peut-être, que dire la vérité à la police l'aiderait à se sentir mieux, à se libérer d'un poids. Mais au lieu de cela, elle avait l'impression de s'être encore plus enfoncée dans une spirale de honte et de dégoût. Lorsqu'elle entra enfin dans le cabinet de Lucie, elle sentit ses épaules s'affaisser, comme si ce lieu autorisait enfin son corps à abandonner un peu de sa rigidité. Lucie l'accueillit avec douceur, sans empressement, laissant à Charlotte le temps de s'installer, de respirer, de trouver ses mots. Au début, le silence s'imposa. Un silence dense, presque oppressant, mais nécessaire. Charlotte fixait un point invisible devant elle, cherchant comment commencer.
Tout ce qu'elle avait vécu lui semblait trop confus, trop contradictoire pour être raconté de manière cohérente. Peu à peu, les phrases commencèrent à sortir, hésitantes, entrecoupées de pauses. Charlotte parla de sa culpabilité, de ce sentiment d'avoir exagéré, d'avoir pris la place de celle qui, selon elle, avait vraiment vécu l'horreur. Elle expliqua combien elle se détestait d'avoir cédé, d'avoir laissé Sacha entrer dans son espace, dans son corps, dans sa vie. Lucie l'écoutait attentivement, sans l'interrompre, notant chaque nuance, chaque inflexion de voix. Puis, avec une délicatesse mesurée, elle posa une question qui sembla suspendre le temps. Avait-elle déjà vécu une agression sexuelle ? Charlotte sentit son cœur s'accélérer brutalement. La question, pourtant simple en apparence, ouvrait une porte qu'elle avait soigneusement gardée fermée. Elle tenta d'esquiver, de détourner, mais les mots finirent par s'imposer. Elle parla de ce moment où elle n'en avait pas envie, pas du tout. De ce moment où son refus n'avait pas été entendu. De cette sensation étrange de ne plus être elle-même, comme si son corps s'était détaché de son esprit pour survivre. Lorsqu'elle prononça enfin le nom de Sacha, sa voix se brisa. Elle décrivit la pression, l'insistance, la confusion. Elle minimisa encore, instinctivement, comme si réduire la gravité de ce qu'elle racontait pouvait atténuer la douleur associée. Lucie la regarda alors avec une gravité nouvelle, sans jugement, mais avec une clarté implacable. Elle lui dit calmement que ce qu'elle décrivait portait un nom. Un mot que Charlotte redoutait autant qu'elle en avait besoin. Un viol. Le mot résonna dans la pièce, lourd, irrévocable. Charlotte sentit une vague de vertige la submerger. Une partie d'elle voulait se lever, fuir, nier. Mais une autre, plus fragile, plus honnête, sentit quelque chose se fissurer en profondeur. Comme si ce mot, aussi brutal soit-il, venait enfin donner une forme à une douleur informe qu'elle portait depuis trop longtemps. Pendant ce temps, au commissariat, Baker convoquait Manu. Le ton était posé, presque solennel. Il lui annonça qu'il avait décidé de fermer les yeux sur son enquête clandestine. Une décision qui n'effaçait pas tout, mais qui permettait d'avancer. Manu sentit ses yeux se remplir de larmes malgré lui. Il avoua combien cette période avait été difficile, combien il s'était senti seul, incompris, broyé par un système qui l'avait pourtant toujours servi avec loyauté. Baker lui exprima ses regrets, reconnaissant à demi-mot que les choses auraient pu être gérées autrement. Il lui annonça également qu'il était officiellement blanchi et qu'il pouvait reprendre son poste. Ces mots, simples en apparence, eurent sur Manu l'effet d'une libération longtemps attendue. Alex, présent à ses côtés, tenta de détendre l'atmosphère avec un sourire et une phrase accueillante. Un welcome back qui, derrière son ton léger, portait une sincère solidarité. Manu répondit par un signe de tête, encore trop submergé par l'émotion pour trouver les mots justes. À ce moment-là, Charlotte, encore bouleversée par ce qu'elle venait d'entendre chez Lucie, signait des papiers au commissariat. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était étrangement déterminé. Quelque chose avait changé en elle. Une compréhension nouvelle, douloureuse mais nécessaire, commençait à émerger. C'est alors qu'elle décida de parler à Manu. Elle savait que ce qu'elle allait faire ne réparerait pas tout. Elle savait aussi que le pardon qu'elle cherchait ne lui appartenait pas vraiment. Pourtant, elle sentait qu'elle ne pouvait pas repartir sans tenter ce dernier pas. Quand elle se retrouva face à lui, les mots lui manquèrent d'abord. Elle finit par lui demander pardon, simplement, sans justification, sans attente précise. Manu l'écouta en silence, son regard chargé d'une douceur inattendue. Il lui répondit qu'il comprenait, qu'il savait ce qui lui était arrivé. Ces mots, prononcés sans colère, sans reproche, eurent sur Charlotte un effet presque irréel. À cet instant précis, quelque chose se relâcha en elle. Pas la douleur, pas la culpabilité, mais une tension constante, comme un nœud trop serré qui se desserre enfin, laissant place à une respiration plus libre. Le silence qui suivit l'échange entre Charlotte et Manu n'était pas vide. Il était chargé d'une compréhension tacite, d'un respect fragile qui venait de naître là où, quelques jours plus tôt, il n'y avait que la méfiance, la douleur et l'injustice. Charlotte sentit ses épaules s'affaisser légèrement, comme si son corps, pour la première fois depuis longtemps, acceptait de relâcher une partie de la tension accumulée. Pourtant, elle savait que ce moment, aussi fort soit-il, ne suffisait pas à effacer ce qui avait été vécu. Elle quitta le commissariat avec une démarche hésitante, comme si le sol sous ses pieds n'était plus tout à fait stable. L'air frais lui donna un léger vertige. Tout autour d'elle semblait continuer normalement, des passants pressés, des voix qui se croisaient, des voitures qui passaient. Cette normalité apparente lui paraissait presque indécente, tant son monde intérieur était encore bouleversé. Pendant ce temps, Manu restait immobile quelques instants après son départ. Les mots qu'il venait de prononcer résonnaient encore en lui. Dire qu'il comprenait n'était pas un simple geste de compassion.
C'était une reconnaissance profonde de ce qu'il avait lui-même observé, ressenti, pressenti sans jamais pouvoir le formuler clairement. Il avait vu la détresse de Charlotte, son désarroi, et il savait désormais que derrière ses actes se cachait une souffrance bien plus grande qu'une simple erreur. Il reprit son souffle avant de retourner à son poste. Le fait de retrouver sa place au commissariat avait quelque chose d'étrange, presque irréel. Chaque objet, chaque bureau, chaque visage familier lui rappelait à quel point il avait frôlé la perte de tout ce qui structurait sa vie. Pourtant, il n'éprouvait aucune euphorie, seulement un soulagement mêlé d'une profonde lassitude. À l'autre bout de la ville, Janet bouillonnait toujours. Sa confrontation avec Laureen continuait de tourner en boucle dans son esprit. Les mots qu'elle avait prononcés n'étaient pas seulement le fruit d'une colère passagère, ils venaient d'une accumulation de frustrations, de blessures professionnelles et personnelles qu'elle avait longtemps contenues. Voir Laureen, sûre d'elle, ambitieuse jusqu'à l'arrogance, avait réveillé chez Janet un sentiment d'injustice presque viscéral. Elle se revoyait plus jeune, animée par la même passion pour la médecine, mais avec une éthique qu'elle estimait aujourd'hui bafouée. Cette pensée la rendait encore plus amère. Elle confia plus tard à Baker qu'elle n'en pouvait plus de cette suffisance, de cette impression que certains pouvaient tout se permettre sans jamais en payer le prix. Baker, en l'écoutant, fut frappé par la violence de ses propos. Il connaissait Janet comme une femme déterminée, parfois dure, mais rarement animée par une telle rage. Pendant ce temps, à l'hôpital, Alain procédait à l'auscultation de Jean-Michel avec sérieux. Les résultats, bien que redoutés, tombèrent sans détour. La BPCO, même à un stade précoce, était une réalité qui allait désormais accompagner l'informaticien au quotidien. Alain choisit ses mots avec précaution, conscient que ce diagnostic allait bouleverser l'équilibre déjà fragile de Jean-Michel. Lorsque celui-ci comprit qu'il s'agissait d'une maladie chronique, incurable, son visage se ferma. Il tenta d'en plaisanter, comme à son habitude, mais son regard trahissait une inquiétude profonde. L'idée de devoir changer son mode de vie, de se confronter à ses propres limites, lui semblait presque plus angoissante que la maladie elle-même. Alain insista sur l'importance d'une hygiène de vie plus saine, d'une activité régulière, et des mesures de prévention indispensables. Jean-Michel acquiesça, mais son esprit était ailleurs, déjà envahi par des questions sans réponse. Au lycée, l'ambiance restait lourde. Les élèves parlaient de Charlotte à demi-mot, avec une prudence nouvelle. Certains se sentaient coupables de leur jugement passé, d'autres ne savaient simplement pas comment se comporter face à elle. Achille, en particulier, semblait troublé. Il observait Charlotte de loin, incapable de soutenir son regard, comme si sa propre conscience venait d'être mise à nu par la révélation de ce qu'elle avait vécu. Charlotte, de son côté, oscillait entre un besoin de se fondre dans le décor et une envie irrépressible de disparaître. Elle repensait aux paroles de Lucie, à ce mot qui avait tout changé. Un mot qui lui faisait peur, mais qui, paradoxalement, lui offrait aussi une nouvelle grille de lecture de son histoire. Elle comprenait peu à peu que ce qu'elle avait vécu n'était pas une faiblesse, ni une faute, mais une violence subie. Dans un moment de solitude, elle se surprit à pleurer sans retenue. Des larmes silencieuses, profondes, qui semblaient venir de très loin. Elle ne pleurait pas seulement pour ce qui s'était passé, mais aussi pour la jeune fille qu'elle avait été, pour cette innocence brisée trop tôt. Cette prise de conscience était douloureuse, mais elle sentait confusément qu'elle était nécessaire pour avancer. Sohan, quant à lui, décida de rendre visite à Eve. Son mea culpa était sincère, même s'il savait qu'aucune excuse ne suffirait à effacer ce qu'il avait ressenti envers Manu. Il avoua qu'il avait été aveuglé par la peur pour sa fille, incapable de prendre du recul. Eve l'écouta avec une attention mesurée, consciente que la réconciliation serait un processus lent, semé de silence et de non-dits. Sabine, plus tard, tenta de rassurer tout le monde, convaincue que le temps finirait par apaiser les tensions. De retour chez elle, Charlotte se retrouva face à Marie-Sophie. Le regard de sa mère était empreint d'une inquiétude mêlée de tendresse. Elle avoua sa culpabilité de ne pas avoir vu plus tôt que sa fille allait mal. Charlotte, fatiguée, se contenta d'un faible sourire. Elle n'avait pas encore la force de rassurer qui que ce soit. Tout ce qu'elle voulait, c'était comprendre ce qui lui était arrivé et trouver un moyen de vivre avec. Dans la soirée, alors que la ville s'apaisait lentement, Charlotte repensa encore une fois à Manu. À sa réponse, à cette compréhension offerte sans condition. Ce moment, elle le savait, resterait gravé en elle comme un tournant. Non pas la fin de sa souffrance, mais le début d'un chemin différent, peut-être plus honnête, plus aligné avec ce qu'elle ressentait réellement. La nuit était tombée sur Montpellier avec une douceur trompeuse, comme si la ville cherchait à envelopper ses habitants d'un calme artificiel. Pour Charlotte, ce calme n'était qu'une façade. Une fois seule dans sa chambre,
elle sentit à quel point la journée l'avait vidée de toute énergie. Son corps était lourd, ses pensées confuses, et pourtant son esprit refusait de se taire. Les paroles de Lucie, celles de Manu, tournaient sans cesse dans sa tête, se mêlant à des souvenirs qu'elle aurait préféré ne jamais revoir. Elle s'allongea sans même se changer, les yeux fixés sur l'obscurité. Pour la première fois, elle osa revenir mentalement sur ce moment qu'elle avait toujours tenté de diluer dans le flou. Elle revit la pression, la peur sourde, cette sensation de se détacher d'elle-même pour ne pas ressentir pleinement ce qui se passait. Jusqu'ici, elle avait mis des mots vagues dessus, des mots qui anesthésiaient. Mais désormais, le terme prononcé par Lucie s'imposait, brutal et incontestable. Il ne lui laissait plus la possibilité de se cacher derrière des excuses ou des justifications. Pendant ce temps, Manu rentrait chez lui avec un sentiment paradoxal. La journée avait marqué la fin officielle de son cauchemar professionnel, mais elle avait aussi réveillé en lui une fatigue profonde. Retrouver son uniforme, reprendre ses habitudes, tout cela lui semblait presque mécanique. Il se servit un verre d'eau, s'assit un instant dans le silence, laissant retomber la tension. Il repensa à Charlotte, à son regard lorsqu'elle lui avait demandé pardon. Il avait perçu chez elle une fragilité nouvelle, plus honnête, plus démunie aussi. Il savait que cette histoire les lierait à jamais, d'une manière ou d'une autre. Pas comme avant, pas dans l'innocence d'une relation simple, mais dans quelque chose de plus grave, de plus humain. Il se demanda s'il avait bien fait de répondre ainsi, sans colère, sans reproche. Puis il chassa ce doute, au fond de lui, il était certain d'avoir réagi comme il le fallait. À l'hôpital, Janet, elle, trouvait difficilement le sommeil. La confrontation avec Laureen avait laissé des traces. Elle se revoyait prononcer ces paroles dures, presque menaçantes, et une partie d'elle s'en voulait. Mais une autre, plus sombre, se sentait étrangement soulagée. Elle avait enfin dit tout haut ce qu'elle pensait depuis longtemps. Cette ambivalence la perturbait. Elle se demanda quand elle avait commencé à accumuler autant de colère, et surtout pourquoi elle avait tant de mal à la contenir désormais. Alain, allongé à ses côtés, sentait cette agitation. Il connaissait trop bien Janet pour ne pas percevoir son trouble. Pourtant, il n'osa pas engager la conversation. Il savait que certaines tempêtes devaient d'abord se calmer d'elles-mêmes avant de pouvoir être affrontées à deux. Dans un coin de son esprit, la situation de Jean-Michel revenait également le hanter. Il se demandait comment celui-ci allait accepter ce diagnostic, comment il allait gérer cette nouvelle contrainte imposée par son propre corps. Le lendemain matin, au lycée, l'atmosphère était toujours empreinte d'un malaise diffus. Charlotte entra en classe avec la sensation d'être observée, scrutée, même si personne n'osait vraiment la regarder en face. Elle s'assit, sortit ses affaires, tentant de se concentrer sur des gestes simples pour ne pas se laisser submerger. Chaque bruit, chaque chuchotement lui paraissait amplifié. Lucie avait proposé de la revoir rapidement, consciente que la révélation faite la veille ne pouvait rester sans accompagnement. Charlotte accepta sans discuter. Pour la première fois, elle ne fuyait pas cette aide. Elle sentait que parler, même si c'était douloureux, l'empêchait de replonger complètement dans le silence et la honte. Au commissariat, Manu retrouvait peu à peu sa place parmi ses collègues. Certains échanges étaient maladroits, d'autres plus chaleureux. Alex, fidèle à lui-même, tentait d'alléger l'ambiance par des remarques amicales, mais Manu percevait bien que tout le monde n'avait pas encore tourné la page. Il acceptait cette réalité sans amertume. Il savait que la confiance se reconstruisait avec le temps, par des actes plus que par des mots. Baker, de son côté, se montrait plus discret que d'ordinaire. Les événements récents l'avaient forcé à reconsidérer certaines certitudes, certaines méthodes. Il observait ses équipes avec un regard différent, conscient que l'autorité ne suffisait pas toujours à faire émerger la vérité. Cette prise de conscience le laissait pensif, presque vulnérable. Jean-Michel, quant à lui, tentait de faire comme si de rien n'était. Il plaisantait avec ses collègues, minimisait ses quintes de tout, mais intérieurement, l'annonce de la maladie continuait de le ronger. L'idée d'une progression lente mais inévitable l'angoissait profondément. Il se surprit à repenser à ses habitudes, à tout ce qu'il avait négligé pendant des années, comme si le passé venait soudain lui demander des comptes. Dans l'après-midi, Charlotte se rendit de nouveau chez Lucie. Cette fois, les mots vinrent plus vite, portés par une urgence intérieure. Elle parla de sa peur d'être définie uniquement par ce qu'elle avait subi, de sa crainte de ne plus jamais se sentir normale. Lucie l'aida à distinguer ce qui lui appartenait de ce qui relevait de la violence subie. Un travail long, délicat, mais indispensable. À ce moment-là, Charlotte comprit que reconnaître ce qu'elle avait vécu ne signifiait pas s'y réduire. Cette idée, encore fragile, lui offrit une lueur d'espoir inattendue. Elle savait que le chemin serait long, semé de rechutes et de doutes, mais pour la première fois, elle n'avait plus l'impression d'avancer complètement seule.
La journée s'acheva dans une atmosphère étrange, suspendue. Chacun semblait porter en lui une part de ce drame, à sa manière. Les vies continuaient, mais plus lentement, comme si tout le monde avait besoin de temps pour intégrer ce qui venait de se passer. Et au cœur de cette lente reconstruction, Charlotte avançait pas à pas, consciente que rien ne serait plus jamais comme avant, mais déterminée à ne plus se mentir à elle-même. La journée avançait lentement, comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir pour laisser aux esprits l'espace nécessaire à la digestion des événements récents. Charlotte ressentait cette lenteur dans chacun de ses gestes. Chaque action du quotidien prenait une dimension nouvelle, presque pesante, comme si elle devait réapprendre à habiter son propre corps après l'avoir longtemps tenu à distance. Dans les couloirs du lycée, elle surprenait parfois des regards qui se détournaient trop vite. Certains élèves semblaient hésiter entre la compassion et la gêne, incapables de trouver la bonne posture. Cette maladresse collective renforçait chez Charlotte un sentiment d'isolement, mais elle percevait aussi quelque chose de différent, une retenue, une forme de respect fragile qui n'existait pas auparavant. Elle ne savait pas encore comment l'interpréter. À la pause, elle s'installa seule, laissant son esprit vagabonder malgré elle. Elle repensa à ce qu'elle avait dit à Lucie, à la manière dont les mots avaient quitté sa bouche presque malgré elle. Se raconter, c'était accepter de se regarder sans filtre, et cette idée la terrifiait autant qu'elle la soulageait. Elle comprenait désormais que le silence dans lequel elle s'était enfermée n'était pas une protection, mais une prison. Pendant ce temps, au commissariat, l'atmosphère continuait de se transformer. Manu, bien qu'officiellement réintégrée, sentait encore le poids des jours passés sur ses épaules. Chaque signature, chaque échange professionnel lui rappelait la fragilité de ce qu'il avait failli perdre. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. Il se sentait plus attentif, plus à l'écoute, comme si cette épreuve l'avait forcé à revoir ses priorités. Baker observait cette évolution avec un regard critique mais lucide. Il savait que Manu n'était plus exactement le même homme qu'avant, et il s'interrogeait sur sa propre responsabilité dans ce qui s'était produit. Fermer les yeux sur certaines pratiques avait un coût, il en avait désormais pleinement conscience. Cette pensée le rendait plus silencieux, presque introspectif, un état peu habituel chez lui. À l'hôpital, Janet continuait de lutter contre une colère qui ne voulait pas retomber. La confrontation avec Laureen avait laissé une trace profonde, non seulement dans leur relation, mais aussi dans l'image que Janet avait d'elle-même. Elle se demandait si elle avait franchi une ligne, si ses paroles n'avaient pas été trop loin. Mais chaque fois qu'elle tentait de relativiser, le souvenir de l'attitude de Laureen ravivait son ressentiment. Alain tenta d'aborder le sujet avec prudence, espérant aider Janet à prendre du recul. Il évoqua la nécessité de se préserver, de ne pas laisser la rancœur dicter ses réactions. Janet l'écouta, mais son regard restait dur. Elle ne se sentait pas prête à faire la paix, ni avec Laureen, ni avec ce qu'elle représentait. Pour elle, cette colère était devenue une manière de rester debout. Dans un autre service, Jean-Michel essayait de se convaincre que rien n'avait vraiment changé. Il poursuivait son travail comme avant, mais son souffle court le trahissait parfois. Chaque quinte de toux lui rappelait brutalement le diagnostic d'Alain. Il oscillait entre le déni et l'angoisse, refusant encore d'accepter pleinement cette nouvelle réalité. L'idée d'une maladie chronique venait heurter de plein fouet l'image qu'il avait de lui-même. En fin d'après-midi, Charlotte se rendit une nouvelle fois au commissariat pour finaliser certaines démarches administratives. L'endroit lui inspirait toujours une appréhension diffuse, mais cette fois, elle sentait en elle une détermination nouvelle. Elle croisait parfois Manu du regard, sans oser s'approcher. Un simple signe de tête suffisait, chargé d'une reconnaissance silencieuse. Ce bref échange renforça chez Charlotte la sensation d'avoir franchi un seuil. Elle ne se sentait pas guérie, loin de là, mais elle n'était plus figée dans la même peur. Pour la première fois, elle percevait la possibilité d'un futur qui ne serait pas entièrement défini par ce qu'elle avait subi. Le soir venu, Janet se confia à Baker. Elle lui parla de son épuisement, de son ras-le-bol face à l'ambition sans scrupule qu'elle percevait chez Laureen. Elle avoua espérer presque qu'un faux pas se produise, comme une justification à sa colère. Baker, surpris par cette confession, tenta de la ramener à une forme de retenue. Mais il comprit aussi que Janet était à bout, bien au-delà d'un simple conflit professionnel. Cette conversation laissa Baker profondément troublé. Il réalisait à quel point les événements récents avaient fissuré des équilibres qu'il croyait solides. Chacun, à sa manière, semblait lutter contre des démons invisibles, et il n'était plus certain de pouvoir jouer le rôle de garant moral qu'il s'était longtemps attribué. Chez elle, Charlotte s'allongea de nouveau sur son lit, épuisée. Les images de la journée défilaient dans sa tête, mais elles n'avaient plus tout à fait la même saveur. La douleur était toujours là, mais elle était désormais accompagnée d'une conscience plus claire.
Elle savait que le chemin serait long, semé d'embûches, mais elle n'était plus totalement perdue. Dans le silence de la nuit, elle se fit une promesse silencieuse. Celle de ne plus nier ce qu'elle ressentait, de ne plus minimiser sa propre souffrance. Une promesse fragile, encore vacillante, mais qui marquait le début d'un changement profond. Les heures suivantes s'écoulèrent dans une atmosphère feutrée, presque irréelle, comme si chacun avançait sur un fil invisible, attentif au moindre faux pas. Charlotte sentait ce fil sous ses pieds à chaque instant. Elle n'était plus seulement la jeune fille au centre des rumeurs, mais aussi celle dont la parole avait fissuré un équilibre fragile, révélant des vérités que beaucoup préféraient ignorer. Au lycée, certains professeurs tentaient maladroitement de maintenir le cadre habituel, conscients que la normalité était devenue une façade nécessaire. Pourtant, les silences étaient plus lourds que les mots. Charlotte se surprenait à analyser chaque réaction, chaque intonation, comme si elle cherchait à comprendre comment le monde la percevait désormais. Cette hypervigilance l'épuisait, mais elle n'arrivait pas à s'en défaire. À plusieurs reprises, elle pensa à Sacha, sans parvenir à dissocier complètement son image de la culpabilité qui l'habitait encore. Une part d'elle continuait à se demander si elle aurait pu agir autrement, dire non plus fort, partir plus tôt. Puis, presque aussitôt, les paroles de Lucie revenaient la rattraper, fermes et rassurantes à la fois, lui rappelant que la responsabilité ne lui appartenait pas. Cette lutte intérieure était constante, mais elle commençait à distinguer la voix de la honte de celle de la vérité. Manu, de son côté, s'efforçait de reprendre le rythme du commissariat. Les dossiers s'accumulaient, les interventions reprenaient leur cours, mais il sentait que quelque chose en lui résistait à cette reprise automatique. Il observait plus attentivement ses collègues, ses supérieurs, et même ses propres réactions. L'épreuve qu'il venait de traverser avait laissé une trace durable, une sorte de vigilance nouvelle face aux mécanismes de pouvoir et au jugement hâtif. Baker le remarqua. Sans rien dire explicitement, il ajusta son attitude, laissant à Manu davantage d'espace, moins de pression immédiate. Ce geste discret n'était pas anodin. Il témoignait d'une reconnaissance tacite des erreurs passées et d'un désir, encore maladroit, de réparer ce qui pouvait l'être. Pendant ce temps, Janet continuait d'avancer avec une colère sourde qui semblait désormais la définir. La discussion avec Baker l'avait laissée à la fois soulagée et inquiète. Elle avait dit ce qu'elle pensait, mais en le formulant, elle avait aussi pris conscience de la dureté de ses propres pensées. Espérer la chute de Laurine, même au nom d'une certaine idée de la justice, la mettait face à un miroir peu flatteur. Alain tenta de l'amener à réfléchir à cette dérive. Il lui parla de l'usure, de la fatigue accumulée, de la nécessité de se protéger elle-même avant de vouloir redresser le monde. Janet l'écoutait, mais son regard restait fixé ailleurs, comme si elle était déjà engagée dans une bataille dont elle ne voyait plus l'issue. Pour elle, renoncer à cette colère revenait à accepter une défaite qu'elle n'était pas prête à concéder. À l'hôpital, Jean-Michel commençait lentement à mesurer les implications concrètes de son diagnostic. Les recommandations d'Alain prenaient une dimension plus réelle, changer son alimentation, repenser son quotidien, accepter des limites nouvelles. Chaque conseil lui semblait être un rappel brutal de sa vulnérabilité. Il oscillait entre une volonté de bien faire et un découragement profond, conscient que certains choix du passé ne pourraient plus être effacés. Cette prise de conscience le rendait plus silencieux, plus introspectif. Il se surprenait à observer les autres avec un regard différent, comme si la maladie l'obligeait à réévaluer ce qui comptait vraiment. Cette lente transformation, encore incomplète, se faisait dans la douleur, mais aussi dans une forme d'honnêteté nouvelle envers lui-même. En fin de journée, Charlotte accepta de revoir Lucie. Cette fois, la séance fut différente. Moins marquée par le choc de la révélation, elle laissa place à une exploration plus fine des émotions. Charlotte parla de sa peur d'être réduite à ce traumatisme, de ne plus être perçue autrement que comme une victime. Lucie l'aida à mettre des mots sur cette crainte, à comprendre qu'elle pouvait exister au-delà de ce qu'elle avait subi. Cette idée, encore fragile, donna à Charlotte un sentiment étrange, presque déroutant. Elle n'était pas prête à y croire pleinement, mais elle sentait qu'une autre manière de se définir était possible. Cette perspective ne supprimait pas la douleur, mais elle lui offrait un horizon, aussi lointain soit-il. Le soir, alors que la ville s'illuminait doucement, Charlotte croisa Manu une nouvelle fois, sans échange direct. Un simple regard, un signe imperceptible, suffirent à établir une connexion silencieuse. Ce lien discret, fait de compréhension et de respect, devenait pour Charlotte un repère inattendu, une preuve que tout n'était pas irrémédiablement brisé. Dans l'intimité de son appartement, Manu repensa à cette rencontre fugace. Il mesurait combien la réponse qu'il avait donnée à Charlotte avait eu un impact, non seulement sur elle, mais aussi sur lui-même.
Pardonner n'avait pas été un acte de faiblesse, mais une manière de se libérer, lui aussi, d'un poids inutile. La nuit tomba, enveloppant chacun de ces personnages dans ses propres pensées. Les blessures étaient encore ouvertes, les tensions loin d'être résolues, mais quelque chose avait commencé à bouger. Lentement, presque imperceptiblement, des lignes se redessinaient, annonçant des changements profonds à venir. La fatigue commençait à se faire sentir chez chacun, non pas une fatigue physique ordinaire, mais une lassitude plus profonde, celle qui naît lorsque les certitudes s'effritent et que l'on doit réapprendre à avancer sans repère clair. Charlotte ressentait ce poids dès le réveil. Son corps semblait accepter lentement la réalité, mais son esprit continuait de lutter contre les réminiscences, comme si chaque pensée pouvait encore basculer vers l'ombre. Elle remarqua pourtant un changement subtil. Les crises d'angoisse, toujours présentes, n'étaient plus totalement incontrôlables. Elle parvenait parfois à respirer plus calmement, à rester ancrée dans l'instant. Lucie lui avait expliqué que ce n'était pas un progrès spectaculaire, mais un signe encourageant, celui d'un esprit qui commence à intégrer le choc plutôt qu'à le fuir. Au lycée, Charlotte ne cherchait plus à disparaître complètement. Elle restait discrète, certes, mais elle ne se repliait plus avec la même intensité. Elle percevait encore les maladresses, les silences trop appuyés, mais elle apprenait peu à peu à ne pas les interpréter comme des attaques. Cette distance nouvelle était fragile, mais elle lui permettait de ne pas s'effondrer à chaque regard croisé. Manu, de son côté, était plongé dans une routine qui lui semblait presque étrangère. Les gestes du métier revenaient mécaniquement, mais il sentait que son rapport au travail avait changé. Il n'agissait plus par automatisme, mais avec une attention accrue, comme s'il avait besoin de redonner du sens à chaque décision. Cette attitude le rendait plus lent, mais aussi plus juste dans ses interventions. Baker observait cette transformation sans l'entraver. Il comprenait que Manu avait besoin de ce temps pour se réapproprier son rôle. Lui-même se sentait moins sûr de ses jugements qu'auparavant. Les événements récents avaient ébranlé sa confiance dans les procédures, dans la hiérarchie, dans l'idée même d'une vérité simple et immédiate. Cette remise en question silencieuse l'isolait, mais il l'acceptait comme un passage nécessaire. À l'hôpital, Janet continuait de naviguer entre colère et épuisement. Elle sentait que cette rage constante l'usait plus qu'elle ne la protégeait. Pourtant, renoncer à cette colère lui donnait l'impression de trahir ses propres valeurs. Elle se demandait jusqu'où elle pourrait tenir ainsi, sans se briser elle-même. Alain, inquiet, tentait de rester présent sans imposer de solution, conscient que toute pression supplémentaire serait contre-productive. Jean-Michel, quant à lui, vivait une phase de repli. Le diagnostic avait déclenché chez lui une introspection inattendue. Il passait plus de temps seul, réfléchissant à son avenir, à ses choix passés, à ce qu'il pouvait encore maîtriser. Cette solitude n'était pas uniquement une fuite, elle devenait aussi un espace de réflexion, même si elle restait teintée de peur. En fin de journée, Charlotte ressentit le besoin de marcher seule, sans but précis. L'air frais lui faisait du bien, l'aidant à remettre de l'ordre dans ses pensées. Elle repensa à la manière dont Manu lui avait parlé, sans jugement, sans supériorité. Ce souvenir continuait de l'accompagner comme un point d'ancrage. Elle comprenait désormais que ce moment n'était pas seulement une scène de pardon, mais une reconnaissance de sa souffrance, et cela changeait tout. Cette prise de conscience l'amena à se poser une question qu'elle avait toujours évitée. Comment voulait-elle se reconstruire? La réponse ne venait pas clairement, mais elle sentait que la direction importait plus que la destination. Avancer, même lentement, lui semblait désormais préférable à rester figée dans la culpabilité. La soirée tomba, enveloppant la ville d'une atmosphère plus calme. Manu rentra chez lui avec un sentiment de fatigue apaisé. Il n'avait pas résolu tous ses doutes, mais il avait cessé de se battre contre eux. Il acceptait l'idée que certaines blessures laissent des traces durables, sans pour autant empêcher de continuer à vivre et à agir. Dans ce climat d'apaisement relatif, chacun semblait se préparer, consciemment ou non, à la suite. Les conflits n'étaient pas réglés, les douleurs encore présentes, mais un nouvel équilibre, précaire et instable, commençait à se dessiner. Et au cœur de cet équilibre naissant, Charlotte se tenait debout, encore fragile, mais moins seule qu'elle ne l'avait été jusque-là. La nuit avançait, plus silencieuse que les précédentes, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Charlotte restait éveillée, allongée dans l'obscurité, attentive aux sensations de son propre corps. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherchait pas à fuir ses pensées. Elles étaient là, parfois douloureuses, parfois confuses, mais elle les laissait passer une à une, sans tenter de les étouffer. Elle repensait à tout ce qui s'était joué en si peu de temps. À cette vérité qu'elle avait longtemps refusée, à ce mot qui avait tout bouleversé, à ce pardon demandé sans certitude d'être entendu. Elle comprenait désormais que ce chemin n'avait rien de linéaire. Il y aurait des retours en arrière, des moments de doute,
des instants où la culpabilité tenterait de reprendre le dessus. Mais quelque chose, au fond d'elle, avait changé de manière irréversible. Le lendemain matin, au commissariat, Manu retrouvait une forme de calme intérieur qu'il n'avait pas connue depuis des semaines. Il ne confondait pas ce calme avec de l'oubli. Les événements resteraient gravés en lui, mais il n'avait plus le même pouvoir paralysant. Il se surprit à regarder son travail autrement, non plus comme une suite d'obligations, mais comme un engagement qui demandait davantage d'écoute et de discernement. Baker, de son côté, mesurait pleinement les conséquences de ses décisions. Il observait les tensions persistantes au sein de son équipe, conscient que l'autorité seule ne suffirait pas à rétablir la confiance. La colère de Janet, l'épuisement de Manu, les silences lourds de sens. Tout cela formait un tableau plus complexe qu'il ne l'aurait imaginé. Il comprenait désormais que certaines blessures institutionnelles prenaient du temps à cicatriser. À l'hôpital, Janet continuait de lutter contre elle-même. La rage qu'il avait portée ces derniers jours commençait à se fissurer, laissant place à une fatigue émotionnelle profonde. Elle se rendait compte que cette colère, si elle l'avait aidée à tenir, menaçait désormais de la consumer. Alain restait présent, attentif, sans chercher à la convaincre. Il savait que la prise de conscience devait venir d'elle, à son rythme. Jean-Michel, lui, faisait face à une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Les recommandations médicales prenaient une dimension concrète, presque contraignante. Il n'était plus question de repousser à plus tard. Cette confrontation avec ses propres limites le rendait plus vulnérable, mais aussi plus lucide. Il comprenait que vivre avec une maladie chronique signifiait accepter de changer, même quand cela semblait injuste. Au lycée, l'atmosphère évoluait lentement. Les murmures s'étaient apaisés, remplacés par une prudence nouvelle. Charlotte sentait encore cette distance autour d'elle, mais elle ne la percevait plus comme une condamnation. Elle comprenait que chacun faisait comme il pouvait, maladroitement, face à une situation qui dépassait largement les cadres habituels. Lorsqu'elle revit Lucie, Charlotte parla de cette sensation étrange de ne plus être exactement la même, sans pour autant savoir qui elle devenait. Lucie l'aida à comprendre que cette phase de flou faisait partie intégrante du processus de reconstruction. Se redéfinir demandait du temps, de la patience, et surtout de la bienveillance envers soi-même. En quittant le cabinet, Charlotte sentit une forme de légèreté inattendue. Rien n'était réglé, mais elle n'avait plus l'impression d'avancer dans le noir complet. Elle savait désormais que ce qu'elle avait vécu ne la définissait pas entièrement, même si cela ferait toujours partie de son histoire. Plus tard, elle croisa une dernière fois Manu. Aucun mot ne fut échangé. Un simple regard, empreint de respect et de compréhension, suffit à sceller ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Ce moment, silencieux mais chargé de sens, marquait la fin d'un chapitre douloureux et l'ouverture d'un autre, plus incertain, mais aussi plus honnête. Alors que la journée touchait à sa fin, chacun se retrouvait face à ses propres choix. Rien n'était effacé, rien n'était oublié. Mais une chose était désormais claire, la vérité, aussi violente soit-elle, avait permis à certains de se relever, à d'autres de se remettre en question, et à tous d'entrevoir un avenir différent. Pour Charlotte, ce n'était pas une victoire éclatante, mais une première étape. Une étape fragile, encore tremblante, mais essentielle. Elle savait que la route serait longue, mais elle n'était plus prisonnière du silence. Et pour la première fois depuis longtemps, cette idée lui donnait la force de continuer.